C'était une nuit sombre mais tellement belle. Les nuages couvraient un peu la lune, mais ne l'empêchaient pas de briller clairement et d'éclairer le ciel nocturne, avec les nombreuses étoiles qui brillaient. Le silence de la nuit est interrompu par le cri d'une jeune fille aux cheveux blancs qui est tenue par la main du type, qui s'approche de plus en plus de ses lèvres pour l'embrasser, mais la jeune fille crie de la laisser partir. La fille a frappé le jeune homme et lui a répété qu'il ne devait pas la toucher si elle ne le voulait pas maintenant. La luxueuse chevelure blanche comme neige de la fille, ses yeux bleus de la couleur de l'océan et sa longue robe aristocratique attirent l'attention. Le type toucha de la paume la petite cicatrice que la fille avait dû lui laisser avec ses ongles. Il essuya la blessure et dit qu'elle avait raison, elle lui avait dit, mais cela ne signifiait pas qu'il allait l'écouter. Le type fit une grimace arrogante et regarda la fille avec un rictus méchant. Ses yeux couleur rubis la regardaient droit dans les yeux. La fille lui a demandé à quel moment il se souvenait de tout, ce à quoi le gars a souri et lui a demandé de deviner, après quoi la fille s'est dit que ce gars était un salaud et l'a laissé se faire damner. La jeune fille s'est éloignée de l'homme et l'a regardé d'un air malheureux en lui demandant s'il lui avait menti pendant tout ce temps. Le type a seulement demandé si c'était un mensonge. Il a tendu la main et a attrapé la jambe de la fille d'un mouvement sec. Il a dit qu'il voulait seulement jouer avec elle, car la fille aimait ça, mais elle a crié plus fort pour lui dire de ne pas la toucher. Le type l'a interrogée en disant qu'elle était sa femme et qu'il n'avait donc pas le droit de la toucher. La fille, dans son esprit, a confirmé que ce sale type était son mari. Et le type a continué à tenir la fille par une jambe, la soulevant plus haut et souriant avec suffisance en la regardant droit dans les yeux. Tout a commencé il y a un mois, dans l'empire de Larry, une aristocrate a été surnommée la première dame de l'empire. Elle est belle, ses paroles sont exquises, son ascendance est noble. La jeune fille s'est écriée de manière incompréhensible que l'annulation des fiançailles n'est pas une chose que personne ne refusera, demande la dame, à laquelle on répond que non, parce qu'ils veulent l'affaiblir un peu. On a dit à Landy qu'il était revenu avec des exploits militaires. S'il allait voir Sa Majesté et demandait l'annulation des fiançailles, il ne pouvait rien faire. Mais le fait qu'il soit venu et qu'il ait dit qu'il voulait rompre les fiançailles est un signe de respect pour le duché de Cassandie. Le fait qu'il veuille annuler les fiançailles est un signe de respect pour le duché de Cassandie. Et puisqu'il part, ils doivent réfléchir à leur prochaine action. Mais le Lad a promis que la compensation pour l'annulation satisfera les nobles, donc nous pouvons même annoncer que l'offre d'annulation est venue de leur côté. La jeune fille demanda d'une voix assurée si elle devait lui être reconnaissante, car il avait proposé le mariage et le dissoudrait lui-même. Le blond croise les bras sur sa poitrine et dit en se moquant à Landy que c'est inutile. Puis il n'en peut plus et se met à rire ouvertement, disant que la première dame de l'Empire n'est même pas capable de garder un homme à ses côtés. Il aurait frappé le mur jusqu'à ce qu'il meure à sa place, mais alors une fille blonde aux yeux bleus s'approche du gars et lui touche la main, comme si elle lui disait par ce geste de se comporter plus décemment. Landy entendit cela et dit d'un ton menaçant au gars de se taire s'il ne voulait pas être giflé, ses yeux pleins de détermination et d'un peu de colère à ces mots. Après cela, l'homme a dit à la fille qui se tenait à côté de lui, en l'appelant maman, que Lady Landy l'avait injuriée, et elle a tourné son attention vers la fille et lui a dit que, quoi qu'il arrive, elle ne devait pas se défouler sur son frère et qu'elle devait s'excuser auprès de lui immédiatement. Landy dit que son frère recommence. Alors elle ne peut plus le supporter et le gifle durement, si bien que sa main a laissé une marque sur sa joue, disant qu'il est évident que son frère est un homme arrogant qui veut ridiculiser sa sœur. On lui dit que son frère l'aime pour rien. Et d'ailleurs, cela s'appelle la gestion de la colère. La jeune fille regarda son frère qui avait la paume sur la joue et lui répéta que ses parents l'avaient gâté et qu'elle devrait le punir pour qu'il connaisse sa place. Elle se dit que même si son frère savait que personne ne le sauverait d'elle, il continuait à la provoquer. Pourquoi cela? La jeune fille a déclaré avec fermeté et détermination qu'elle ne pouvait pas prendre la décision de se marier, parce que maintenant Lonnie se moquerait d'elle, et si les gens l'apprennent, ce sera une honte totale. Elle ne peut pas le supporter et ne peut pas laisser détruire son statut social qu'elle a si longtemps entretenu. La jeune fille a pensé à l'option de tuer le marié, parce qu'un marié mort ne semble pas aussi terrible que l'annulation des fiançailles, dont tout le monde sera au courant, mais la femme de chambre vient la voir et lui dit que mademoiselle ne peut pas le faire. Lady Landy demande alors ce qu'il faut faire.
Elle ne veut pas se faire larguer parce que c'est trop gênant. Et la servante répond « Pourquoi la fille ne va-t-elle pas chercher la raison de l'annulation? Si elle peut en parler, pourquoi pas ?» Landy et la servante arrivent devant le bâtiment. Une belle et grande bâtisse, tout est comme il faut. Mais la jeune fille remarque immédiatement qu'il ne s'agit pas de la demeure du duc. Ce à quoi la servante lui répond correctement qu'il s'agit de la résidence du marquis qui lui a été attribuée par Sa Majesté. Landy s'indigne d'avoir déjà été nommé marquis, mais la servante lui chuchote de regarder autour d'elle. Un garde les arrête et leur demande où ils vont et s'ils ont un rendez-vous. Mais la jeune fille ignore son geste et s'avance de sorte qu'ils se tiennent maintenant dos à dos. Elle l'informe qu'elle est la duchesse de Cassandie et aussi la fiancée de son maître et qu'elle a affaire à lui. Le garçon sourit et dit que les gardes lui ont dit que la duchesse Cassandie avait affaire à lui. La jeune fille se rend compte que depuis 10 ans qu'ils se sont vus, le garçon est devenu encore plus frimeur. Landy sourit à sa démonstration et l'informe que ce n'est pas grave, elle veut juste connaître les raisons pour lesquelles le marquis a annulé les fiançailles. Le gars fait preuve de mystère et de prévenance en disant qu'il est peut-être tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Et la fille est très tendue parce qu'elle ne comprend pas ce qu'il veut dire par « peut-être tombé amoureux de quelqu'un d'autre ». Le type continue de parler, disant que la duchesse devra prétendre qu'il aime quelqu'un d'autre, et Landy sourit méchamment, disant qu'il méritait vraiment de mourir. Il y a eu une brève pause gênante, après quoi le garçon a demandé à la duchesse d'être prudente sur le chemin du retour, mais la jeune fille est très en colère contre son comportement, car le gars essaie de jouer avec elle comme un singe. La jeune fille prépare une bouteille, la cache derrière son dos et l'informe qu'elle ne lui en veut pas, se disant que s'il y a des infractions, elle préférera s'occuper de lui sur place. Un garde fait irruption dans la pièce, entendant tout ce bruit, il demande « Ce qui ne va pas avec le monsieur ?» Mais il voit une photo de son monsieur allongé sur la duchesse. Elle lui demande de le lâcher et le gars lui mord légèrement le cou. Ça a l'air si doux et romantique que même le garde est gêné et quitte la pièce, pour ne pas les déranger. Mais ce n'est pas ce qu'il pensait. Dès que le garde est sorti, la fille a soulevé le gars sous elle, le qualifiant de très lourd. Elle a dit qu'il était trop faible pour un héros de l'Empire et que si quelqu'un l'apprenait, elle serait envoyée au temple pour être jugée pour avoir fait du mal à un héros de l'Empire. Landy touche le visage de l'homme, lui demandant de se réveiller. Mais il ne réagit pas du tout et elle réalise alors que son idée de parler des fiançailles ne peut pas se réaliser maintenant. Puis elle s'est pris la tête et l'a agitée dans tous les sens, se rappelant qu'elle devait d'abord vérifier son état de santé auprès de quelqu'un, car si quelque chose de terrible lui arrivait, elle serait dans le pétrin. La jeune fille entre poliment et avec gêne dans le bureau du garde. Il lui demande si elle a une course à faire, et elle, jouant le rôle d'une dame douce et innocente, lui demande avec gêne de lui trouver une femme de chambre. La servante vérifie l'état de santé de l'homme et dit à Landy de ne pas s'inquiéter, car l'état de santé du marquis est normal. Il va tout à fait bien et se réveillera bientôt. Ce à quoi la dame répond que tout va bien alors. La servante demande à la jeune fille de ne pas être aussi impulsive, car elle lui a même fait peur, car si quelque chose arrivait, elle le paierait de leur vie. Ce à quoi la jeune fille répond qu'elle le sait et le comprend parfaitement et ajoute que cela ne se reproduira plus. Landy demande à la servante ce qu'elles doivent faire, ce à quoi Atta répond qu'elles doivent d'abord attendre qu'il se réveille, puis se mettre à genoux et implorer sa pitié en espérant qu'il laissera partir la dame. Mais Landy a beau être d'accord, elle se rend compte que c'est vraiment la seule solution pour l'instant, même si cela ne lui fait pas plaisir. Il se tient la tête et regarde autour de lui, essayant de reprendre conscience. Soudain, il aperçoit une fille en face de lui qui s'assoit sur ses genoux et lui demande de lui pardonner, mais il ne la reconnaît pas. Il lui demanda de ne pas le regarder ainsi parce qu'il avait déjà une fiancée, ce qui provoqua une grande confusion chez Landy, qui se demanda si le gars pouvait entendre ce qu'il disait. La femme de chambre est un peu effrayée et dit que le marquis a probablement perdu la mémoire. Elle ajoute que c'est un désastre. Le marquis voulait rompre les fiançailles et maintenant il a décidé d'avoir une mémoire. Elle craint que lorsque sa mémoire reviendra, il ne laisse pas partir la duchesse du tout. La jeune fille soupire et dit qu'elle ne laissera jamais le stigmate d'être divorcée entrer dans sa vie. Puis elle sourit d'un air narquois et dit que puisqu'il est amnésique, comment pourrait-il ne pas profiter d'une telle opportunité? Landy regarde alors directement le marquis et lui fait un discours sur la façon dont il pourrait l'oublier. Elle est sa future belle-fille, après tout.
La fille joue le rôle d'une belle-fille légèrement offensée, essayant de ne pas montrer ses vraies motivations. L'homme a demandé avec incrédulité si elle était sa belle-fille préférée, ce à quoi la fille a répondu, de manière embarrassée et ludique, qu'il avait raison, puis a demandé si quelque chose n'allait pas. Le gars a dit qu'elle était trop belle pour être son type, mais la fille n'a pas aimé cette réponse. Elle essaie avec le dernier effort de se retenir, en disant qu'il avait l'habitude de l'aimer. Le garçon s'apprête à nier, mais la jeune fille dit qu'il n'y a pas de « mais » et explique au marquis qu'il est blessé et qu'il n'a donc pas les idées claires. Elle lui demande de se reposer, et pendant qu'il se repose, elle lui racontera leur histoire d'amour pour qu'il se rende compte à quel point il l'aime. La jeune fille lui demanda de fermer les yeux et de se coucher, ce que le marquis fit docilement. Et pendant ce temps, elle se retira pour parler à la servante. La jeune fille demanda à la servante d'aller chercher quelqu'un qui pourrait copier l'écriture, mais la servante lui demanda ce que mademoiselle avait l'intention de faire, et elle commença à lui raconter son plan à voix basse à l'oreille. Le temps passa, et la servante vint voir Landi, apportant avec elle ce que la jeune fille lui avait demandé. Elle posa la boîte sur la table et la montra au marquis, lui expliquant qu'il s'agissait des journaux qu'il avait tenus au cours de ses voyages, lorsqu'il s'était battu à la frontière et qu'elle lui avait manqué, et qu'il s'étonnait seulement qu'il y en ait autant. Landi en retire une feuille et dit au marquis qu'il a même dit que les mots ne suffisaient pas à décrire son amour pour elle. Le jeune homme saisit alors la boîte de lettres et, au même moment, la jeune fille pensa à ceux qui, elle l'espérait, pourraient le tromper. Il rougit beaucoup et regarda Landi en lui demandant s'il était vraiment en train d'écrire et si c'était elle qui le demandait. Alors il n'avait pas honte d'écrire une telle chose, mais maintenant il avait honte. Il écrit ces lettres depuis 101 jours, depuis qu'il est parti, explique la dame, avant de penser à l'infamie de la chose et à la façon dont la servante a réussi à trouver le scribe en premier lieu. Le marquis commença à passer en revue les autres lettres, puis, encore plus embarrassé, il demanda à la jeune fille de ne pas les lire toutes, mais elle répondit qu'elle les avait déjà lues depuis longtemps. Et il continua à lui dire qu'elle ne devait pas regarder les feuilles maintenant. La fille demande au marquis pourquoi il ne devrait pas lire ce qu'il a écrit pour elle, ce qui le rend encore plus rouge d'embarras, et le gars s'exclame qu'il ne peut pas, ce qui fait penser à Landi qu'il ne s'agit pas d'amnésie, mais de perte de personnalité. La jeune fille s'est ensuite détournée de lui, a relevé la tête avec fierté et lui a dit que, puisque c'était le cas, elle le laisserait tout lire et qu'elle ne l'importunerait plus jamais. Le type a brusquement saisi la main de Landi et lui a demandé si elle voulait lire les lettres avec lui. Il a tenu son poignet fermement et l'a regardé comme un chaton qui ne veut pas que sa maîtresse le quitte. Landi boit du thé chaud et pense aux événements récents. Elle se souvient du marquis qui la tenait fermement par le poignet, ce qui lui a fait transpirer les mains, mais elle n'avait jamais pensé qu'il était si collant auparavant. Quand le gars a remarqué que la fille était pensive et lui a demandé ce qui n'allait pas, la fille n'a rien dit et a décidé de changer brusquement de sujet et a demandé si le marquis avait fini. Marquis répond qu'il a terminé et qu'il a tout lu, puis il pose sa main sur celle de la jeune fille, croisant ses doigts entre leurs paumes. Mais Landi est choquée. Elle ne comprend pas ce qu'il faut faire maintenant. Le type n'est-il pas dégoûté par ce qu'il a lu? Le marquis dit qu'il croit maintenant à ses paroles, après quoi il étreint fortement sa future belle-fille et s'excuse en disant qu'il a oublié ses droits et qu'elle peut en être très triste, ce à quoi la jeune fille répond que ce n'est pas grave, qu'elle comprend et qu'elle accepte tout. La jeune fille se demande s'il l'a vraiment cru si rapidement et s'il ne lui enverra plus de messages, mais ses pensées sont interrompues par la voix de son futur mari, qui lui dit qu'il a une femme incroyablement gentille et lui demande quand ils se marieront et qu'elle viendra vivre avec lui. Et la jeune fille comprend que lorsque la mémoire lui reviendra, il l'achèvera sur le champ, car soudain, ils entendent tous deux frapper à la porte et une voix s'élève, qui leur annonce qu'il s'agit de l'amiral Herschel, venu les voir pour une affaire importante. Landi sait que Herschel est la personne en qui son fiancé a le plus confiance. Et dès qu'il a voulu dire quelque chose, la jeune fille lui a mis la main sur la bouche et lui a demandé de se taire, car elle sait que si l'amiral découvre son amnésie, elle sera prise, et c'est pourquoi Joël ne doit pas trop communiquer avec lui. La dame explique à l'homme qu'il ne doit laisser personne découvrir son amnésie, car il a perdu la mémoire parce que quelqu'un a essayé de lui faire du mal, et si quelqu'un découvre son amnésie, ce sera encore plus dangereux, dit la fille,
jouant le rôle d'une belle fille bienveillante. Landy continua en disant que Joël devait faire attention à ce qu'il disait et faisait et qu'il devait limiter ses paroles au minimum pour ne pas se faire prendre. Elle se dit qu'au moins jusqu'à ce qu'elle trouve une solution à la vérité, il valait mieux qu'il ne soit pas au courant. L'amiral Herschel s'approche d'eux et s'incline respectueusement, les saluant en insistant sur le fait qu'il n'a pas vu Mlle Landy depuis longtemps, ce à quoi elle répond en le saluant également. L'amiral se tourne alors vers son maître et l'informe qu'il a quelque chose d'important à lui dire. Le garçon a regardé Landy qui se coiffait, il a pensé à la façon dont il aurait répondu s'il n'était pas amnésique, mais il a réfléchi longtemps. L'amiral lui a probablement posé la question à nouveau, et maintenant le marquis a rassemblé ses idées et lui a dit de lui dire ce qu'il voulait lui dire. L'amiral prononça le mot aux abords et ajouta que ce qu'il avait demandé avait déjà été fait et qu'il attendait d'autres instructions. Ce qui choqua beaucoup le marquis, qui ne se souvenait plus de ce qu'il avait demandé et ne savait donc plus quelles instructions lui donner. Une dame fait irruption dans la conversation et demande au gars si les instructions seront les mêmes qu'avant ou si elles seront nouvelles. Après ces mots, le gars a déjà compris ce qu'il devait dire. Il répond avec assurance que les instructions sont les mêmes qu'avant. Landy s'est tourné vers l'amiral, s'est excusé et lui a dit qu'ils avaient une réunion privée et que s'il avait terminé, il pouvait vaquer à ses occupations, tandis que Landy et Joël croisaient leurs doigts sur leurs paumes, comme le font les couples romantiques. L'amiral Herschel a obéi à son ordre et a quitté la pièce. À ce moment-là, le gars a serré la fille très fort sur le côté et a dit qu'une question de plus et il abandonnerait immédiatement, tandis qu'elle était un peu ennuyée, sachant qu'elle ne pouvait pas être laissée au hasard, qu'elle avait besoin d'un plan ou qu'elle risquait de sortir. Mais elle l'a pris par les épaules et lui a dit qu'il était nécessaire de se protéger, que moins les gens en savent, mieux c'est, que même si l'amiral ne lui fera pas de mal, il peut quand même parler accidentellement. Le garçon a répondu qu'elle avait raison et qu'il lui obéirait, mais il s'est demandé ce qui se passerait si cela se reproduisait. Mais la fille l'a rassuré, lui disant de ne pas s'inquiéter parce qu'elle avait déjà envoyé une servante pour tout savoir, afin qu'il puisse s'adapter à la situation. L'homme commence à regarder attentivement les yeux de sa femme en disant qu'elle est la seule à bien le traiter et que toutes les autres l'offensent, et la fille est très surprise de la facilité avec laquelle il croit ses paroles. La femme de chambre a arrêté l'homme blond et lui a demandé s'il savait ce qu'il fallait faire lorsqu'on aimait beaucoup quelqu'un. Il a rougi et a demandé ce qu'il fallait faire. Et la femme de chambre a répondu qu'il fallait découvrir ses préférences, tout savoir sur lui et ensuite agir. La femme de chambre lui a demandé de lui rendre service, car sa maîtresse voulait se renseigner sur les militaires, et la femme de chambre l'a quittée pour aller voir sa maîtresse. Landy a demandé à Yami si elle avait déjà fini, mais la servante a simplement regardé le gars qui s'essuyait le visage et a demandé ce qui lui était arrivé, puis Landy a soupiré lourdement. La fille a donné à son fiancé et lui a proposé de la regarder ensemble. Elle disait « Avant, le marquis n'était pas très bavard. Donc maintenant, tu devrais rester fidèle à cette image. Tu devrais te taire et ne rien faire. Et s'il ne peut pas faire face aux problèmes, alors qu'il leur crie dessus et ils se débrouilleront tout seuls. Et ensuite, le gars demande s'ils ne seront pas ennuyés. Et la fille a évidemment répondu que oui. Le marquis regarda sa femme d'un air contrarié et lui demanda si elle le détestait, mais elle sourit gentiment, posa sa main sur sa poitrine et dit bien sûr que non. C'était son fiancé. Elle avait cette idée que c'était parce qu'elle l'avait frappé, qu'il avait perdu la mémoire à cause de cela, et que cela s'était terminé de cette façon. Le marquis serra la jeune fille dans ses bras, se réjouissant comme un enfant que sa femme l'aime. Elle lève la main, faisant signe à la servante de faire quelque chose. La servante, obéissant à ses ordres, dit qu'elle doit rentrer, mais le marquis ne la laisse pas partir et demande à la jeune fille de ne pas s'éloigner. Après lui avoir dit qu'elle devait partir, mais qu'il continuait à dire qu'il ne voulait pas quitter sa femme, ce qui a poussé Landy à l'extrême, elle a dit que si elle ne revenait pas aujourd'hui, son père la bannirait et qu'il ne se reverrait plus jamais. Puis le gars a accepté et lui a dit de ne pas contredire son père. Joël est très heureux d'avoir une femme, tandis que Landy a d'autres chats à fouetter. Elle doit trouver un moyen de rompre les fiançailles le plus rapidement possible sans nuire à sa réputation. Yami ouvre les rideaux et dit qu'il est temps pour Mlle Landy de se lever. C'est l'anniversaire de la vieille dame aujourd'hui. Ils doivent donc arriver au vieux manoir. La jeune fille se réveille. Elle est encore endormie. Mais la servante continue à la presser, car bientôt le duc et les autres vont partir.
Ce à quoi la jeune fille répond que ce n'est pas la première fois et qu'elle peut s'y rendre toute seule. Mais Yami s'y oppose, car la vieille femme n'aime déjà pas Landy, et ce sera un prétexte pour hurler sur la jeune fille, et si elle découvre quel genre de don elle a, elle ne sera pas contente. Landy rassure la servante en lui disant que tout ira bien, car sa grand-mère n'a pas fait attention à ses cadeaux pendant toutes ces années. Et pourquoi le ferait-elle cette année? Landy changea complètement de vêtements et demanda s'il l'attendait. Elle répondit que c'était vrai, ce qu'on disait, qu'il était parfois bon de faire des choses folles, et un type lui demanda alors ce qu'étaient ces choses. C'était son frère. La jeune fille fut surprise, car son frère devait se rendre à la ville de Sadi pour s'occuper de la mine. Mais il répondit qu'il s'était précipité ici hier soir et qu'il était arrivé, puis il ajouta qu'il était temps de partir, car papa et maman les attendaient. Le seul que maman et papa attendent est son frère, et elle pensait naïvement qu'il l'attendait depuis tout ce temps. Alors maintenant, tout le monde a fait ses valises et est en route. Seule la fille est triste, elle pense que tout est redevenu comme avant, elle imagine son grand frère Knox, l'héritier le plus apprécié de son père, l'appeler auprès de lui. Elle a un frère cadet, Lonnie, qui reçoit facilement l'amour de sa mère, qui s'occupe de lui et ne le laisse pas seul, de sorte que Landy n'a pas de temps à lui consacrer. Au début, la jeune fille a essayé de lutter, mais elle a fini par l'accepter et s'y habituer. Tous les enfants ne peuvent pas recevoir l'amour de leurs parents, alors elle a décidé de s'aimer elle-même. Joël se demande si sa femme va venir le voir aujourd'hui. Il se rend compte qu'elle ne peut pas toujours le chercher, mais parfois il peut venir la voir. Mais en même temps, il ne peut pas parce qu'elle lui a demandé d'éviter tout contact avec d'autres personnes maintenant, mais en même temps, elle lui manque beaucoup. Il est comme un poisson sans eau, sans ailes. Le garçon a soudain appelé un serviteur et lui a demandé de venir. Il a demandé à l'officier de trouver pour lui où se trouvait la duchesse Cassandie. La jeune fille voit les deux blondes, dont l'une est Lonnie. Elle l'ennuie beaucoup. L'une d'elles lui demande si les fiançailles sont déjà rompues, comment elle a le culot de venir à l'anniversaire de sa grand-mère. Il se serait enfermé chez lui et aurait gardé le nez sur le sol s'il avait été à sa place. Une femme plus âgée s'approche alors d'eux, la même grand-mère, qui a entendu la conversation et demande donc ce que signifie la rupture des fiançailles. Landy est en colère contre son frère et demande à Lonnie de venir la voir, mais celui-ci refuse en disant qu'il n'a rien à voir avec cela. Le second blond continue ses sarcasmes, traite la jeune fille de divorcée usée et lui demande ce qu'elle va faire dans un tel état. Mais la jeune fille ne cède pas à la provocation. La dame sourit et dit que ses fiançailles ne le regardent pas ou qu'il veut épouser un marquis au lieu d'elle, demande-t-elle avec moquerie. Il s'est mis en colère et a crié que c'était de la foutaise. Puis une servante s'est approchée de Landy et lui a demandé de faire plus attention, mais la fille a simplement regardé le type et a dit qu'il était si méchant et qu'elle ne devrait pas être en colère maintenant. Il a dit qu'elle disait encore des bêtises, mais Lonnie l'a arrêté et lui a demandé de se taire. Il l'a retenue un peu, car il était prêt à aller donner une leçon à la fille. Il a dit qu'elle était morte, mais elle a juste dit « J'ai peur, j'ai peur ». La grand-mère a fait irruption dans la discussion et leur a demandé à tous d'arrêter, sinon ils pensaient qu'elle était morte. Puis elle s'est tournée vers Landy et lui a demandé si elle avait perdu sa conscience avant d'appeler Lonnie dans sa chambre pour qu'elle voie son petit-fils. Lonnie va voir sa grand-mère et lui dit qu'elle lui manque beaucoup. Il lui demande aussi s'il lui manque, et sa grand-mère lui répond qu'il lui manque tous les jours et qu'elle se demande ce que mange son petit-fils. Landy demande à Yami de lui apporter le cadeau. Elle fait ce que la duchesse lui demande et prend ses distances, mais sa grand-mère vient alors la voir et lui dit qu'elle n'a pas essayé de faire quoi que ce soit pour la rendre heureuse, mais qu'elle est seulement méchante, puis l'insulte en la traitant de fille inutile et ajoute qu'il n'est pas étonnant que les fiançailles aient été rompues. Blondin continue à se moquer de la jeune fille en disant que le mariage était bénéfique pour toute la famille, mais qu'elle n'a pas été à la hauteur de leurs espoirs car elle est une divorcée inutile. Puis il dit qu'il est prêt à l'aider, mais même en tenant compte du fait que le marquis est à la recherche d'une nouvelle épouse, avec sa beauté et son statut Cassandie, même si elle est une divorcée, est tout à fait possible d'essayer de trouver un couple. Après ces paroles, la jeune fille n'en pouvait plus et le gifla de toutes ses forces, disant que ce n'était pas le moment de lui laver les os. Mais sa grand-mère s'en aperçut. La mère de la jeune fille lui a alors demandé de ne pas se disputer avec sa grand-mère et de s'excuser immédiatement auprès d'elle et de son frère. La jeune fille a dit que son frère lui avait parlé de manière si irrespectueuse
que nous aurions dû le frapper plus fort. Elle ne s'attendait pas à ce que sa mère intervienne, mais même ainsi, elle ne l'aurait pas laissé la traiter de la sorte. La grand-mère a commencé à brandir un bâton, essayant d'effrayer sa petite-fille rebelle. Elle est très agressive et n'est pas du tout satisfaite du comportement de Landy. La grand-mère a donné un coup de bâton dans le dos du marquis, qui lui a demandé qui c'était, et la grand-mère a répondu que c'était elle, qu'elle était perplexe et ne comprenait pas ce qu'il faisait là, qu'elle ne voulait pas le frapper, car sa fille, la mère de Landy, s'est approchée d'elle et a essayé de la réconforter. Marquis a mis son bras autour de Landy et lui a demandé si elle allait bien. Elle a répondu par l'affirmative et lui a demandé comment il allait. Le gars a souri car il était heureux que sa femme aille bien. Il a répondu que la fille ne s'inquiétait pas pour lui. Grand-mère a fait preuve de politesse et a salué le marquis de Islay, qui s'est incliné et l'a salué en retour, en disant qu'il était heureux de la rencontrer. Il a souhaité un joyeux anniversaire à grand-mère, en disant qu'il avait entendu parler de la célébration par Lady Landy et l'a donc supplié de lui pardonner d'être venu sans y être conviée. La grand-mère continue à le saluer, à dire qu'elle est contente de le voir, tout en donnant leur cadeau à la servante. Il demande à sa grand-mère de ne pas le trouver impoli, mais il lui demande ce que sa belle-fille lui a fait pour qu'elle soit si agressive envers elle. Après ces mots, tous les gens de la salle sont choqués, car avant on disait que le marquis rompait les fiançailles et maintenant il la défend sans raison apparente. Le type demanda d'un ton plus irrité si quelqu'un voulait bien lui répondre, puis la grand-mère commença à jouer les saintes en public. Elle se tourna vers Landy et dit que ce n'était qu'un léger malentendu, qu'elle avait seulement mal compris la fille. Landy dit que c'était bien, pensant que de toute façon elle n'avait pas encore eu affaire à Joel. La mère de Landy dit que puisque le malentendu a été résolu, grand-mère devrait peut-être aller se reposer. Le frère de la jeune fille dit que le marquis de Islay est toujours son beau-frère, et la jeune fille se retourne contre lui et lui dit de se taire, qu'elle lui en parlera à la maison. Mais Landy est déjà habituée à un tel traitement. La vieille femme pense que la seule utilité d'une fille est de faire un bon mariage. Elle n'est pas de taille à affronter les hommes qui héritent du sang du clan. Landy tourne la tête et regarde le grand homme qui est son futur fiancé et lui demande pourquoi il a décidé de venir, parce qu'il l'a protégée et qu'elle se sent à nouveau sans défense et faible. Le marquis a dit que la fille lui manquait et elle s'est dit pourquoi elle lui manquait, juste parce que c'était une fille. Mais elle n'était pas pire que les hommes. Elle faisait même beaucoup de choses mieux qu'eux. Le garçon a continué à parler. Il voulait voir la fille et il est arrivé juste à temps pour la voir, juste au moment où la fille était attaquée. C'est pourquoi il a pu l'aider. Elle pensait que pour elle, même la protection de ses parents était considérée comme un luxe. Et ici, il s'est levé pour elle. Il est triste. Il a dit que lorsqu'il a imaginé la canne la frappant, son cœur s'est arrêté. Et c'est une bonne chose qu'elle aille bien, sinon il aurait eu le cœur brisé. La jeune fille lui sourit, lui demandant de ne pas exagérer, le traitant de plaisantin, pensant que tout cela est dégoûtant. Et le marquis lui sourit, parce que sa femme est si belle quand elle sourit, que cela le réjouit. Le type dit qu'il n'en est pas question et qu'il doit leur donner une leçon et laisser au moins l'un d'entre eux essayer de toucher la dame, après quoi la fille s'est rapprochée de lui et lui a demandé de ne pas faire ce qui lui passe par la tête. Et le type a simplement répondu qu'elle ne s'inquiétait pas parce qu'il a le sens de la modération. La jeune fille se demanda ce qui se passerait si elle lui disait que c'était exactement ce qu'il faisait et qu'il voulait rompre les fiançailles et qu'il était donc inutile qu'il se rapproche de sa famille. Et pendant qu'elle y pensait, le jeune homme resserra sa prise sur sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Le garçon demande à Landy si elle peut le présenter à sa famille, car ta famille est ma famille, et il ajoute qu'ils devraient s'entendre bien à l'avenir. Une jeune fille présente un homme à sa famille. Elle dit qu'il s'agit de son fiancé, le marquis Joel Islay, et qu'il s'agit de son cousin, Joad Cassandi, montre à la jeune fille. Le garçon a salué son cousin en lui disant qu'il espérait pouvoir lui demander conseil à l'avenir. Les garçons se sont salués et se sont serrés la main, et il s'est laissé appeler Joel. Joad grimace et quand le gars lui demande ce qui lui est arrivé, il découvre qu'il lui a serré la main très fort, si bien que son cousin a maintenant mal. Le marquis dit qu'il a probablement exagéré avec la poignée de main. Il s'excuse de ne pas l'avoir remarqué. Après tout, il est surtout sur le champ de bataille, pas dans des banquets d'hiver. Joad lui répond que c'est bon et qu'il le comprend, bien qu'il souffre lui-même beaucoup, ce à quoi Joël répond que c'est bon, mais qu'il devrait peut-être voir un médecin,
car il craint de s'être accidentellement cassé le bras. Le type a dit qu'il refusait et, après avoir ajouté que Lundy était très bien avec Marquis, les invités ont également décidé d'accompagner Joad pour s'assurer que tout allait bien. Marquis a regardé Lundy avec un sourire et lui a demandé si elle avait aimé la performance, et elle a souri et a dit que ce n'était pas mal, qu'elle était bien, et alors le gars a appelé la fille à le suivre en la prenant par la main. Il passa son bras autour de sa femme et lui demanda s'il y aurait une récompense pour ses efforts. Elle lui demanda ce qu'il voulait. Il pointa son doigt vers ses lèvres et dit qu'il voulait un baiser de sa femme, ce qui mit Mademoiselle Lundy un peu mal à l'aise. La jeune fille était très choquée. Elle ne s'attendait pas à un tel désir de la part de Joël. C'est pourquoi elle était à la fois embarrassée et perplexe. Dès que le marquis a commencé à se rapprocher de son visage dans l'espoir d'un baiser, elle a couvert ses lèvres avec sa paume, de sorte que le marquis a embrassé l'intérieur de sa paume. Mais ce n'était pas un obstacle pour le gars. Il a dit que si c'était le cas, alors il embrasserait la main de sa femme. Lundy lui dit de se taire, car ils vont être entendus. Elle appuie plus fort sa paume sur sa bouche pour le faire taire, mais le type la repousse et dit qu'il a vérifié et qu'il n'y a personne ici. Lundy a dit que même si quelqu'un passait et le remarquait, s'il recommençait, elle ne ferait plus attention à lui de toute la journée, a lancé la jeune fille en guise d'ultimatum, ce qui a obligé le marquis à s'excuser et à lui demander de ne pas l'ignorer. Lundy lui répéta qu'il ne devait pas la toucher sans permission. Elle pensait qu'il était fou et que s'il l'embrassait ainsi, elle lui ferait sauter la tête, mais en même temps elle pensait que s'il était toujours aussi obéissant, elle pourrait l'épouser. La fille demande à l'homme de partir. Alors que le père et les autres ont déjà terminé leur conversation, le marquis salue le duc, le père de Lundy, qui lui souhaite la bienvenue et lui dit qu'il est heureux d'assister à l'anniversaire de sa mère. Le garçon répond que Lundy est maintenant sa belle-fille et que sa grand-mère est aussi sa parente. Son père a demandé à la jeune fille de rester avec le Seigneur et de ne pas le négliger, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative et a demandé à son père de ne pas s'en inquiéter. Le père fut informé que Lundy avait battu son cousin, qu'elle n'était pas une femme pudique et belle, que tout ce qu'elle faisait était de commettre des infractions. Et après ces paroles, le père se mit en colère et demanda à sa fille ce que tout cela signifiait. Et alors le marquis prit sa défense, disant que tout cela était de sa faute, et la fille lui demanda de ne pas s'en mêler, parce que c'était son affaire. La jeune fille se rend compte qu'elle l'a cherché. Elle a toujours respiré cette atmosphère, celle où vos parents non seulement ne vous comprennent pas, mais vous ignorent ouvertement et ne vous témoignent pas la moindre attention et le moindre amour, et où tout va à ses frères qui ne sont pas non plus très amicaux à son égard. La jeune fille raconte que Joad lui a dit de devenir une courtisane pour le marquis de Capoudi afin d'avantager la famille. Ne pensait-il pas qu'il méritait un bras cassé? Demande la jeune fille, mettant ainsi en colère son parent, qui est prêt à l'attaquer à coups de poing. Le type a été arrêté, mais le marquis n'a pas du tout apprécié. Il a demandé ce qu'il allait faire, et le type a demandé à Joël Heisley de ne pas y prêter attention, mais il fallait apprendre la discipline à cette femme, sinon elle s'assiérait tôt ou tard sur son cou. Il a dit qu'il ne pensait qu'à l'avenir du marquis. On demanda à l'oncle de faire attention à ce qu'il disait, et il répliqua en criant qu'il avait dit quelque chose de mal. Quel droit avait cette femme de frapper son cousin? Si elle épousait le duc de Heisley, il y aurait des rumeurs selon lesquelles la duchesse de Cassandie était mal éduquée, ce qui ferait perdre la face au duc. Le marquis a dit qu'il n'avait pas à s'en inquiéter et que lorsque Lundy entrerait dans sa famille, elle serait autorisée à faire tout ce qu'elle voudrait tant qu'elle serait heureuse. Elle a entendu dire que le mois dernier, son cousin a été surpris en train de tromper la femme du vicomte Wilbert et qu'il a fallu beaucoup d'argent pour étouffer l'affaire. Mais le cousin s'est contenté de crier qu'elle disait des bêtises et qu'il fallait qu'elle se taise. Le père intervient dans le dialogue, il demande à Lundy de ne pas dire de bêtises devant le marquis Heisley, puis il se tourne vers Joad et lui demande de quoi il s'agit. Mais il semble que le père veuille faire comme si rien ne s'était passé. Joad avoue que la femme l'a séduit. La fille est heureuse qu'il avoue si facilement et qu'elle n'ait même pas approuvé quoi que ce soit. Le frère de l'oncle a pris la défense du jeune homme et a déclaré que Joad était jeune et énergique et qu'il était donc compréhensible qu'il ait succombé à la tentation et commis une petite erreur. La jeune fille demande à son oncle pourquoi il le présente sous un jour favorable, ne peut admettre qu'il est incapable de contrôler son ménage, et si c'est le cas, il ne vaut pas la peine de gâcher la réputation du duché par des accusations sans fondement. Le père leur dit d'arrêter,
car il se déshonorait devant le marquis. Il se tourne alors vers Heisley et lui demande pardon. Le garçon dit au duc qu'il ne devrait pas avoir à faire cela, parce que Landi est sa belle-sœur, et qu'il n'a pas à faire de la lèche à la famille. Alors maintenant, Heisley et Cassandie sont unis, et il ajoute qu'il espère que son cousin réfléchira davantage à ce qu'il fait et dit à l'avenir, sinon cela affectera la réputation des deux familles. On demande à Joanne d'être emmenée et punie comme il se doit, mais il crie à son oncle pour qu'il lui pardonne et admet qu'il a eu tort. Le frère de son oncle est également d'accord et demande de laisser Joanne partir parce qu'il est revenu à la raison et admet ses erreurs. Landi est heureuse que Joël soit avec elle maintenant parce qu'il a pu punir le type correctement. Il est utile, pense-t-elle. Mais ce n'est pas vraiment un mari. Elle regarde le marquis et lui sourit gentiment, et il lui sourit en retour. Au milieu de la salle luxueuse, la maquerelle discute avec une jeune fille. La femme s'éventait légèrement le visage avec un éventail tout en gardant une posture droite. La jeune fille écoutait attentivement ses paroles. La dame lui dit qu'elle était au courant de l'annulation des fiançailles, mais qu'elle voyait aussi le désir du marquis de se marier, et elle demanda donc à la jeune fille de satisfaire le garçon et de lui faire plaisir de toutes les manières possibles. Après ces mots, la femme ajoute qu'ainsi, la fille pourra aider ses frères. Puis elle change brusquement de visage, adoptant une expression démoniaque, et demande si elle a tout expliqué clairement. Le lendemain matin, la jeune fille, réveillée dans son lit luxueux, se répète que cela ne la concerne pas du tout et qu'elle a d'autres choses plus importantes à faire. En se levant du lit, elle cherche avec intérêt à savoir auprès de la femme de chambre si une lettre est revenue de son cousin. La servante, qui se tient au chevet de la jeune fille, est lente à répondre et un peu agitée. Après une légère pause, elle répond de manière tendue et timide que c'est la 5e fois qu'on lui pose des questions sur la lettre. La jeune fille s'attendait peut-être à une réaction plus violente à sa réponse. Mais mademoiselle vient de s'allonger à nouveau avec réflexion sur le lit. Elle est excitée et impatiente d'obtenir une réponse, car elle a elle-même envoyé la lettre il y a 3 jours et a besoin de toute urgence des conseils de son frère. Après avoir été persuadée de le faire, la femme de chambre accepte d'aller vérifier le courrier à nouveau, mais sans grand enthousiasme. Mais un coup frappé à la porte change tout. On lui annonce que Shuri Kirchner est venu lui rendre visite. Cela surprend mademoiselle. Elle ne sait pas quoi penser. La femme de chambre suppose qu'il a d'importantes affaires personnelles à régler. Dès qu'elle apprend la nouvelle de la visite de Kirchner, mademoiselle se lève immédiatement de son lit et demande à sa femme de chambre de l'aider à s'habiller. Une fois tous les préparatifs terminés, mademoiselle, accompagnée de sa servante, se rend dans la grande salle où sont habituellement accueillis les invités. Mais cette fois, les servantes ouvrent la porte d'entrée et mademoiselle sort sur la terrasse du manoir, où la voiture de Shuri est déjà garée et où le jeune homme lui-même salue joyeusement la jeune fille. Shuri est le fils du marquis Kirchner, vice-président de la chambre de commerce de Dobat. La visite de Kirchner Jr. ne fait pas bonne impression sur la jeune fille. Au contraire, le comportement du jeune homme l'irrite, car mademoiselle veille attentivement à sa réputation. Cependant, Shuri ne semble pas remarquer le mécontentement de la jeune fille. Décidée à aller droit au but, mademoiselle demande l'objet de la visite de Shuri. Il répond calmement qu'il est venu lui remettre une lettre de son beau-frère, son cousin, et lui tend une enveloppe. Le fait que Kirchner ait eu la lettre avant elle rend MLLD suspecte. Elle demande au jeune homme d'où vient la lettre. Shuri répond avec embarras qu'il revient d'un voyage et que la cousine de Landi lui a demandé de lui donner la lettre. Shuri essaie d'ajouter quelque chose d'autre, mais Landi, sûre d'elle, l'engueule bruyamment et lui demande de se taire. Ce comportement n'embarrasse en rien le jeune Kirchner. Au contraire, il rit aux éclats en se rappelant que le mariage de Landi est en train d'être dissous, ajoutant qu'il est le seul responsable du mauvais caractère de la jeune fille. Shuri continue de se comporter comme il le fait habituellement, s'attirant les foudres de Landi, qui le menace en plaisantant de le passer à tabac. Miss Day demande alors très sérieusement à Kirchner de partir, car il n'a rien à faire ici. Mais Shuri insiste sur le fait que son frère lui a tout raconté et lui a demandé de venir. Pendant la conversation, Shuri touche la main de Landi, puis enroule sa paume autour de la sienne. Au même moment, le carrosse du marquis de Heisley arrive au domaine. De la fenêtre de son carrosse, il voit Shuri tenir Landi par la paume de sa main. Le marquis a une réaction violente. De la fenêtre de la calèche, il demande avec stupéfaction et colère
ce qui se passe et saute immédiatement de la calèche, se dirigeant vers Landi. Au moment où le marquis Hasley s'approche de Shuri et de Landi, Kirchner dit à la jeune fille que le marquis a l'air de vouloir le tuer. Landi lui a confirmé que c'était bien le cas. Shuri est sur le point de tomber à la renverse, mais il pousse un soupir de soulagement lorsqu'il voit que le marquis se dirige vers Landi. Le marquis Hasley fait une scène de jalousie et demande si Landi l'aime. La jeune fille répond qu'elle l'aime et qu'elle a besoin de lui, mais le marquis ne la croit pas. Il dit que la jeune fille ne vient pas à lui et ne veut pas qu'il vienne à elle, alors qu'elle tient la main de n'importe qui. Mais Landi répond timidement qu'elle allait venir aujourd'hui même. Elle tend l'enveloppe contenant la lettre de son frère au marquis, en précisant que Shuri est le jeune frère du mari de sa sœur et qu'il vient d'apporter cette lettre. Shuri entre dans la conversation et se présente, saluant le marquis. Se tournant vers le jeune Kirchner, le marquis Hasley le salue discrètement, notant que Shuri et Landi ne sont pas des parents de sang. Le marquis Hasley propose un rendez-vous à Landi et lui demande où elle aimerait aller. Mais la jeune fille n'a pas le temps de répondre. Shuri s'immisce sans cérémonie dans la conversation et annonce qu'une nouvelle confiserie a ouvert ses portes dans le nord de la capitale, puis invite immédiatement Landi et le marquis à l'accompagner. Mais non seulement Shuri s'est immiscée dans une conversation privée, mais il s'est aussi adressé à la jeune fille en l'appelant Didi. Une telle adresse alarma beaucoup le marquis de Hasley. Le fait que Shuri ait expliqué que Landi avait un tel surnom n'a pas arrangé les choses. Kirchner alla plus loin et demanda à la jeune fille, d'un ton provocateur, si c'était bien le cas. Landi a accepté de force, expliquant que Didi est le surnom que lui donnent tous les membres de la famille du côté de son grand-père, ce qui n'est bien sûr pas vrai. Landi garde un sourire enjoué, même si, à vrai dire, elle a elle-même été assez surprise d'apprendre qu'elle avait reçu une sorte de surnom. Elle le supporte, mais espère se venger de l'insolent Kirchner. Malgré la nature inhabituelle de la proposition et le comportement de Shuri, le marquis Hasley se moque de la suggestion d'un ménage à trois et remercie Kirchner d'avoir aidé Landi. Shuri répond au marquis qu'il n'a pas besoin d'être reconnaissant, car c'est sa responsabilité. Comme Shuri l'explique, les racines de sa famille remontent très loin, jusqu'au grand-père de Landi, qu'il appelle toujours Didi. Dans la conversation, il insiste volontairement sur le fait que Landi et lui sont des amis d'enfance. Cela provoque chez le marquis Hasley une réaction de ressentiment, qu'il dissimule habilement en faisant preuve de courtoisie et d'amabilité à l'égard du jeune Kirchner. Alors que la rivalité entre les deux garçons s'intensifie, le marquis lui-même souligne dans la conversation qu'il est le futur fiancé de Landi, espérant ainsi décourager Shuri de concourir une fois pour toutes. Ce comportement des hommes laisse Landi perplexe. Pendant tout ce temps, elle s'est tenue entre eux, écoutant tout ce qu'ils disaient. Finalement, lorsque Shuri s'apprête à dire quelque chose d'autre, la fille l'interrompt à mi-parcours et lui demande s'il est temps pour lui de partir, ce qui contrarie Kirchner. Soudain, un serviteur entre dans la cour, s'incline respectueusement et l'informe que l'empereur souhaite voir le marquis de Hasley. Le marquis hésite, il ne veut pas laisser Landi seul avec Shuri Kirchner. La jeune fille, comprenant la confusion du marquis, propose qu'ils aillent ensemble. Cela calme visiblement Hasley, mais Shuri intervient immédiatement. Il demande à nouveau à Landi si elle va au palais avec le marquis. Cette fois, le marquis ne peut pas le supporter et, sans attendre la réponse de Landi, il demande avec irritation à Shuri quel est le problème si sa future épouse l'accompagne. Kirchner répond aimablement qu'il n'y a rien de mal à cela, mais ajoute immédiatement qu'il a une conversation à avoir avec la jeune fille. Surpris et légèrement inquiet, Landi entend le marquis demander s'il y a quelque chose dans cette conversation qui ne peut être dit devant lui. Cependant, elle tente immédiatement d'engager le dialogue sans laisser à Shuri le temps de répondre. Landi dit au marquis d'aller tranquillement au palais pour la réunion et qu'elle sortira avec lui après. À contre-cœur, le marquis accepte et se rend au palais, laissant Landi et Shuri discuter. Shuri dit qu'il est maintenant convaincu que le marquis a effectivement perdu la mémoire. Cependant, il dit à Landi que tromper un homme amnésique lui coûtera cher. Landi pense que ces paroles sont absurdes et lui rappelle qu'il a promis de lui parler de la façon de traiter l'amnésie. Shuri dit qu'il ne s'agit pas d'une conversation urgente et détourne le sujet sur le fait que de nombreux regards suivent la jeune fille. Lorsque Landi lui demande de qui il s'agit, le gars répond qu'il s'agit du palais impérial.
Landy ne croit pas tout de suite aux paroles du type, car elle a toujours eu de bonnes relations avec le palais et ne voit pas pourquoi il devrait la suivre. En marchant sur la terrasse, Shuri dit que tout est lié à l'annulation des fiançailles. Il surveille son mariage car celui de Cassandie est synonyme d'un flux constant d'argent. Les paroles de Shuri firent plonger Landy dans ses pensées. Cependant, le type lui-même s'est empressé de partir et la jeune fille est retournée au palais. Avant que le marquis de Hasley ne rencontre l'empereur, la jeune fille parvient à avoir une brève conversation avec le jeune homme. Elle le réprimande et lui dit qu'elle attendra. La jeune fille demande au marquis de surveiller ses paroles et ses actes. L'homme presse la paume de Landy contre sa joue, promettant de revenir bientôt. Ils se disent au revoir et le marquis part à sa rencontre. En regardant son dos, Landy lui lance un regard pensif, disant que tant qu'il ne fait rien d'inutile, il ne devrait pas être soupçonné. Il y avait 25 minutes que le marquis était allé à la réunion. Elle attendit docilement Hasley, en se disant qu'elle n'aurait pas dû être une dame, car elle avait du mal à prendre une expression correcte. Mais toutes ses pensées s'évanouissent lorsqu'elle est abordée par un jeune homme très respectable. Il s'agit de Leon Bryan, le 3e prince de l'Empire Dollari. Landy salue le prince comme il sied à une duchesse, en faisant la révérence au jeune homme. En même temps, cette coïncidence lui semble étrange, et elle se souvient des paroles de Shuri selon lesquelles la famille impériale s'occupe d'elle. Léon sourit et remercie Landy pour sa politesse. Lorsqu'il s'approche un peu plus de la jeune fille, il lui dit qu'il ne s'attendait pas à la voir dans le palais pendant sa promenade et qu'il s'agit d'une drôle de coïncidence. Le prince s'empresse de demander à la jeune fille la raison de son séjour et Landy répond qu'elle attend son fiancé. La jeune fille, confuse, se dit qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence et que Léon s'est précipité ici dès qu'il a appris la présence de la jeune fille. Le prince n'est pas indifférent aux nouvelles du marié et dit qu'il a entendu dire qu'il y a eu une tentative de rompre les fiançailles. La pression du prince fait dire à Landy que ce n'est qu'une rumeur et que lui et le marquis de Hasley sont en bons termes. Le prince Léon insiste et dit qu'il pense que Landy devrait rompre les fiançailles et chercher un prétendant plus favorable. Léon se propose pathétiquement comme option. Il dit qu'il a beaucoup entendu parler de la jeune fille et que leur rencontre a été encore meilleure que ce qu'il avait imaginé. Le prince demande à Landy de le considérer comme marié après avoir rompu les fiançailles. Landy s'incline respectueusement devant le prince et le remercie pour ses conseils, tout en l'assurant qu'elle et le marquis de Hasley vont bien. Landy se dit que le prince a apparemment besoin de son argent pour pouvoir prétendre au trône. Landy semble avoir raison, car le prince n'arrête pas son ardeur et lui dit qu'elle ne doit pas faire semblant, car il sait très bien que le marquis Hasley est venu la voir pour rompre les fiançailles. La jeune fille est complètement désillusionnée par Léon, qu'elle considère comme un abruti dépourvu d'intelligence. L'idée même qu'un homme comme lui puisse hériter du trône est impensable. Léon poursuit la conversation. Il pense que le marquis Hasley n'a pas rompu les fiançailles parce que Landy a fait d'énormes sacrifices devant lui. Il promet que si la jeune fille devient sa fiancée, elle obtiendra tout ce que le marquis lui a offert et plus encore. Landy tente de calmer les ardeurs de Léon en lui disant de ne pas faire une si grande annonce. Cependant, elle se rend compte que ce qu'il dit est une allusion au fait qu'une fois les fiançailles rompues, Léon saisira sa chance. À ce moment-là, Hasley revient de sa réunion avec l'empereur. C'est la 2e fois en un jour qu'il voit un nouveau venu draguer sa fiancée en son absence. Incapable de le supporter plus longtemps, le marquis crie au prince, lui ordonnant de s'éloigner de Landy. Lorsque le marquis arrive à une distance raisonnable du prince Léon, il le gifle sans hésiter. Le prince ne peut plus supporter l'insulte qu'on lui a faite. Dans le feu de l'action, il menace le marquis en disant qu'il ne sait pas qui il vient de croiser. Le marquis de Hasley lui-même ne se laisse pas abuser par les paroles de Léon. Il se tient au-dessus du prince offensé, l'air confiant, et ne se préoccupe plus que d'une seule question. Comment cet homme sans scrupules a-t-il osé toucher à sa femme? Léon Bryan a crié à Joël qu'il était fou, mais Landy l'a arrêté et lui a demandé de ne pas être impoli envers son Altesse Léon, et elle s'est excusée auprès de son Altesse pour le comportement de son compagnon. Elle a ensuite demandé à Joël de s'excuser à son tour. Seulement Léon dit que malheureusement les tentatives d'excuses ne mèneront à rien, car de tels crimes sont punis de mort, il voulait dire qu'il allait immédiatement le signaler au bon endroit. Mais alors la jeune fille l'interrompt.
Elle comprend que le passage à tabac du prince est une affaire grave et que si Léon vient voir son Altesse et accuse Joël d'avoir manqué de respect à la famille impériale, il risque d'être gravement puni. La jeune fille dit que son Altesse ne devrait pas parler de cette situation à Sa Majesté, car c'est dans leur intérêt, après tout, la cause de cet incident est la tentative de son Altesse de la forcer à se marier. Et si Sa Majesté l'apprend, elle pourrait le soupçonner de vouloir s'emparer de la fortune de Cassandie. Léon demande comment elle ose le menacer, et la jeune fille prend les 2 mains sur sa longue et luxueuse robe, s'incline poliment et demande comment elle peut le menacer. Elle ne faisait qu'analyser les conséquences de ses actions. Elle a ajouté qu'elle espérait que son Altesse lui pardonnerait certaines de ses impolitesses. Léon s'est mis en colère et les a quittés en pensant que Lani di Cassandie, Joel Isley lui rendrait la monnaie de sa pièce tôt ou tard. Apparemment, il s'était fait un autre ennemi. Le gars a appelé la fille « femme », ce qui l'a mise très en colère. Elle a dit qu'il ne devrait pas l'appeler ainsi. Elle l'a répété plusieurs fois, mais il ne comprend pas. Elle a également réprimandé le gars pour une collision directe avec le prince. C'était aussi peu sûr que possible. Le gars a dit qu'il oserait désirer sa femme et que la prochaine fois que Joël le verrait la toucher, il le tuerait sur le champ. Après ces paroles, Joël a commencé à s'excuser auprès de sa femme en disant qu'il avait eu tort et que cela ne se reproduirait plus, qu'il ne ferait plus que ce que sa femme lui demandait et qu'il ne s'opposerait plus à elle. Le type se demande pourquoi sa femme ne le bat pas lorsqu'il l'énerve. Il regarde la fille avec beaucoup d'attention et d'excitation, ce qui l'énerve encore plus. Landi lui tourna le dos et lui dit qu'il était temps pour eux de quitter l'endroit et de partir. Puis elle demanda ce que Sa Majesté attendait du gars. Le gars répondit que Sa Majesté avait posé quelques questions sur leur mariage et lui avait accordé un délai de grâce de 6 mois, puis qu'il mènerait les troupes à Caron. La jeune fille se dit qu'il serait bien qu'il n'ait pas retrouvé la mémoire. Ainsi, elle n'aurait pas à s'inquiéter d'être avec Léon. Mais ce n'est pas possible. Comparé à Joël, Léon est ambitieux et plus difficile à vivre. La jeune fille doit d'abord se débarrasser des rumeurs concernant la rupture des fiançailles afin que Léon ne pense plus à elle et doit à nouveau réfléchir à l'incident avec la participation active de Joël. Une femme de chambre vient voir la jeune fille. Elle est toute pâle et c'est très bien noté « Landi ». La femme de chambre dit que maintenant partout se répandent des rumeurs sur la rupture des fiançailles. Un peu plus, et toute la communauté sociale le saura, les aristocrates discutent ouvertement de la rupture des fiançailles et se demandent comment la duchesse se sent après cela, tandis que les aristocrates considèrent qu'il s'agit d'une grande chance pour eux. Lilia Kegis, la fille du marquis de Kegis, a entendu parler de tous ces ragots et a demandé s'ils étaient vrais et si quelqu'un pouvait les confirmer, ce à quoi on lui a répondu que quelqu'un les avait confirmés, mais que les nouvelles venèrent du palais. La jeune fille s'est réjouie et a dit que l'anniversaire de Landi Cassandie était arrivé. Elle a demandé qu'on dise à son père que cette fois-ci son anniversaire serait grandiose et qu'il envoie un message à leur mademoiselle pour qu'elle le reçoive, a-t-elle réprimandé l'un des serviteurs. La jeune fille reçut la lettre et se rendit compte que tout le monde s'intéressait à sa vie privée. Elle dit alors à la bonne qu'elle devait satisfaire leur curiosité, mais son père l'appela et elle se rendit dans sa chambre. Le père demande à sa fille si elle sait que son divorce fait l'objet de diverses rumeurs, ce à quoi la jeune fille répond par l'affirmative, pensant que celui qui les a répandues n'est autre que Léon. Le père lui demande alors ce que pense le comte Asley et la jeune fille lui répond qu'il écoute son avis, puis le père lui demande de régler ce problème au plus vite afin de ne pas ternir la réputation du duché de Cassandie et sur CE, il prend congé de la jeune fille et la laisse s'en aller. L'anniversaire de Lily est arrivé. Les aristocrates bavardent entre eux. Ils ont hâte que Landi arrive. Du moins, ils discutent âprement de son arrivée à la fête, car le vrai spectacle va arriver et la jeune fille sera déshonorée devant tout le monde. On a dit que la duchesse de Cassandie était arrivée, mais quand tout le monde s'est retourné pour la voir, ils ont vu un homme à côté d'elle. Joel Isley, celui avec qui les rumeurs de divorce circulent, vêtu de tenue violette qui se complète très bien, la fille tient la main du marquis et marche avec lui en toute confiance. Lily était choquée. Elle ne s'attendait pas à ce que la fille arrive avec son fiancé. Elle se demandait quel genre de crétin répandait ces fausses rumeurs, tandis que Landi se demandait si tout le monde ici était heureux de ce spectacle, parce qu'aucun d'entre eux ne s'attendait à ce qu'elle arrive seule. Elle a levé la tête, regardé le gars, son sourire l'a aussi mis de bonne humeur,
Landy s'excuse que Madame Lilia n'ait pas invité son fiancé et qu'il soit venu sans carton d'invitation. En fait, il voulait juste lui faire un cadeau. Il est donc venu avec elle. Et la dame espère que Madame Lilia ne s'opposera pas à sa présence à la fête. La jeune fille répondit qu'elle n'avait aucune objection à formuler. Mais Landy était toujours avec elle. Elle continua à parler, disant que c'était sa faute si Lord Aisley n'avait pas reçu l'invitation et qu'elle s'excusait sincèrement auprès d'eux deux. La jeune fille saisit les deux bords de sa robe et s'inclina poliment. Elle dit que la raison en était les rumeurs de rupture de leur fiançailles et qu'elle craignait que mademoiselle Landy ne soit mal à l'aise de rencontrer son ex-mari à cet endroit. Elle décida donc de ne pas inviter le seigneur cette fois-ci. Elle espérait que ni la fille ni le garçon n'auraient de colère ou de ressentiment à son égard cette fois-ci. Landy la remercia chaleureusement pour son inquiétude et lui dit que les rumeurs étaient fausses et qu'il ne fallait pas s'y fier, tandis que Jael se demandait s'il s'agissait de la guerre des femmes dont sa femme lui avait parlé. Mademoiselle Kegis avait l'air féroce. Sa femme était-elle en train de perdre contre elle? Mais seule sa femme disait que les hommes n'étaient pas censés se mêler de ces disputes. Mademoiselle Lily a répondu qu'elle le croyait. Elle a dit que Mademoiselle Landy était devenue plus ronde et que c'était certainement parce qu'elle était devenue plus heureuse. La jeune fille répondit qu'elle se trompait, mais décida d'omettre ce point. Elle ajouta qu'elle avait apporté un cadeau à Mademoiselle Kegis en l'honneur de son anniversaire et de ses 21 ans, et le cadeau était porté par sa servante, qui se tenait derrière elle. La jeune fille pensa mentalement qu'elle avait effectivement mangé plus à cause de la nervosité des fiançailles, mais qu'elle n'avait pris que quelques centimètres de tour de taille, pas tant que cela. Mademoiselle Lily remercia la jeune fille. Elle se dit qu'elle n'avait pas du tout prévu d'organiser une fête aussi importante et que tout cela était dû à l'abruti qui avait lancé la rumeur. Un homme blond s'approche d'elle et demande à ces belles dames de se reposer. S'il ne les connaissait pas, il les considérerait comme des amis, puis le type s'approche de Mademoiselle Kegis et lui donne la main. Il dit qu'il ne sait pas s'il en est digne ou non, mais qu'il aimerait inviter la belle dame à danser, et elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Lorsqu'un homme est rejeté, il s'approche de Landy et l'invite à danser, disant qu'elle ne le laissera pas être rejeté 2 fois, mais le marquis n'aime pas ça, il se met en colère et devient jaloux de la fille. Il ne veut évidemment pas qu'elle danse avec quelqu'un d'autre parce que c'est sa femme. Ne sachant pas comment agir, il a touché la paume du blond en lui disant qu'il pouvait danser avec lui, car de son point de vue, il n'y avait pas de différence fondamentale entre danser avec lui et danser avec sa belle-sœur. La blonde voulait refuser, mais le gars a insisté pour danser rapidement, car après cela, il allait danser avec sa belle-fille. Joël et le blond commencent à danser. Il y a de la belle musique de musiciens. Le gars demande si le blond va bien. Il pense que le blond est un peu malade, mais il le nie et demande qui lui a raconté ces bêtises. Il tourne dans une belle danse. Landy rit en regardant les 2 garçons, dont l'un est son fiancé, danser la valse, un spectacle très amusant pour elle. Mademoiselle Lily demande à la jeune fille si son fiancé a un cerveau, ce à quoi la jeune fille répond qu'elle a un plus gros cerveau, ce qui fait penser à Lily qu'elle est aussi malade de la tête. Landy entrelace ses doigts avec ceux de Miss Lilia et dit qu'elle devrait s'amuser aussi. Elles sont sorties et ont dansé à côté des gars qui tournaient dans une valse lente. Il y a des musiciens célèbres qui jouent de la musique autour, des aristocrates et des aristocrates qui dansent. Mais en même temps, Joël continue à surveiller Landy pour que rien ne lui arrive accidentellement. Le type s'est mis sur les chaussures du blond. Ce dernier a compris qu'il l'avait fait exprès avec une intention malveillante. En même temps, le type a fait semblant de ne pas l'entendre lorsqu'il a demandé quelle était la véritable intention du marquis. Ils ont ensuite changé de partenaire, Landy dansant une valse lente avec son fiancé Jal, et l'homme blond, comme il le souhaitait à l'origine, dansant maintenant avec Miss Lilia. Landy demande au type s'il ne sait pas danser. Elle l'a pensé parce qu'elle l'a vu marcher sur le pied de sa partenaire. Puis elle lui demande s'il lui ferait la même chose. Le type répond avec perplexité qu'il le pourrait, puis se corrige et dit qu'il ne lui marcherait pas sur le pied, au moins il essaierait. La fille remarque un couple voisin qui danse et Mademoiselle Lily rougit très fort pour une raison inconnue. Elle se sent gênée. La fille de l'anniversaire a marché sur le pied de son partenaire de valse. Elle a rougi, s'est sentie coupable et s'est excusée auprès du gars, qui lui a répondu que ce n'était pas grave. Landy, qui les regardait danser, a appris l'un des secrets de MLL Kegis. Le marquis, jaloux,
saisit doucement le menton de Landi, détournant son regard du sien. Cependant, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait fait quelque chose de mal, il a immédiatement trouvé une excuse. Il a dit qu'il était beau et que Landi devait le regarder. Ces mots firent sourire la jeune fille. Elle aimait sans doute ce geste décisif, mais elle réprimanda quand même un peu le marquis Hasley en disant qu'il était non seulement beau, mais aussi très sûr de lui. Le héros interrompt la conversation du couple et annonce l'arrivée de la 6e princesse de l'Empire, Karina Bryan. C'est une jeune beauté aux cheveux d'or et à la démarche ferme. L'apparition d'un invité aussi distingué a provoqué une discussion animée au sein de l'assistance. Ils ne s'attendèrent pas à ce que la princesse elle-même apparaisse ici en personne. Tandis que les autres étaient légèrement perplexes, Landi demanda au marquis de se taire un moment. La princesse Karina a été approchée par la fêtée elle-même, Mademoiselle Kegis, pour saluer la nouvelle venue et lui exprimer ses respects. Elle a saisi les bords de sa robe luxueuse, les a légèrement relevés et s'est inclinée devant la princesse. La princesse a accepté le salut de Mademoiselle Kegis avec courtoisie, mais pendant la conversation, elle a regardé le marquis. Joël demande à Landi si elle est fatiguée et lui suggère d'aller se reposer. Mais à ce moment-là, la princesse remarque la duchesse Cassandie. Elle ne savait pas que la jeune fille serait là aussi. La princesse Karina dit qu'elle a entendu dire que les fiançailles de la duchesse et du marquis de Hasley ont été rompues et demande si c'est vrai, souriant avec un peu d'arrogance en regardant la jeune fille. Derrière le dos de Landi et de Joël, les invités ont déjà commencé à bavarder et à faire des commérages. Il s'avère que la princesse elle-même est tellement amoureuse de Joël qu'elle refuse tous les autres prétendants et qu'elle profitera donc de toutes les occasions pour épouser le marquis. Cependant, certains invités ne sont toujours pas ravis que la princesse discute de tels sujets en public. Joël a rompu le silence. Il répondit que toutes les rumeurs de rupture des fiançailles étaient des mensonges. Malheureusement, ces paroles ont contrarié Landi, qui lui avait demandé de se taire auparavant. Joël a continué et a dit qu'il avait eu tort à l'époque, mais que maintenant Landi et lui allèrent bien. La jeune fille confirme les propos du marquis et lui demande de ne pas s'inquiéter. Cependant, la princesse demande à Joël de dire la vérité. Le marquis répète qu'il a dit la vérité, mais ces paroles n'ont aucun effet sur Karina, qui dit qu'elle sait tout. La princesse dit à Joël qu'elle sait qu'il n'aime pas Landi. La princesse dit à Joël qu'elle sait que Landi ne l'aime pas, mais il lui dit qu'elle devrait faire plus attention à ce qu'elle dit et à ce qu'elle fait. Malheureusement, Mademoiselle Kegis elle-même se joint à la conversation. Elle prend le parti de la princesse et dit qu'elle ne croit pas non plus à la sincérité de Joël et Landi et qu'elle les soupçonne de jouer la comédie. La princesse est d'accord avec Mademoiselle Kegis et cette dernière, avec un sourire narquois, dit qu'elle ne pourra croire à leurs sentiments que lorsqu'ils s'embrasseront devant tout le monde. Tandis que Joël digère ce qu'il a entendu, Landi, légèrement décontenancée par la surprise, demande à Kegis pourquoi elle doit divertir le public avec une rancune contre la femme. Ce à quoi Mademoiselle Kegis répond que c'est parce que Landi est une bonne actrice. Cachant son profond mépris et sa colère contre Kegis derrière un sourire ostentatoire, Landi ne s'intéresse pas non plus à Shuri, qui, selon elle, manque totalement à sa promesse d'aide. Joël regarde sa femme d'un air un peu confus, et elle le regarde d'un air un peu incompréhensif, attendant qu'il fasse quelque chose ou dise quelque chose pour clarifier la situation. Mais le gars la prend simplement par le menton, ce qui fait rougir Landi. Le marquis Hasley a soudainement embrassé la fille sur les lèvres, touchant son cou avec la paume de sa main. Il a commencé à embrasser Landi pendant un long moment, prenant son premier baiser. De la soudaineté de la fille ne pouvait même pas immédiatement repousser le gars. Elle est très embarrassée et essaie de reprendre ses esprits. Après quelques instants, Landi repousse le type, lui demandant de la laisser partir immédiatement. Le type continue de tenir la main de mademoiselle. Ne voulant pas la laisser partir une seconde, ils se regardent dans les yeux, toujours gênés. Leur baiser a été observé par les invités. Lady Lily a dit que c'était tout simplement bravissimo. Elle leur a souhaité un grand mariage. Il félicite la duchesse de Cassandie et le marquis de Hasley, une belle femme qui va de pair avec un bel homme. Le couple est comme un mariage fait au paradis. Le marquis de Hasley dit à Sa Majesté qu'elle ne pouvait s'empêcher d'y croire maintenant. Mais la princesse n'était pas contente. Elle s'exclama qu'ils ne pouvaient pas être ensemble parce qu'elle ne donnerait pas à Landiel, le frère de Joël.
Il serait à elle et à elle seule. La princesse était très en colère et rancunière. Elle n'aimait pas la façon dont la situation avait tourné, mais les ragots qui avaient circulé dans le palais étaient plus à son goût que la réalité telle qu'elle était. Karina, née de la mère du second prince, est connue pour son ignorance. Elle court après Joël depuis l'enfance. Il n'y a rien d'étrange à ceux qu'elle essaie de faire un tel spectacle en public. Les fiançailles de la duchesse et du marquis sont suivies par tant d'yeux. Lady Lundie y réfléchit. La fille a proposé aux gars de sortir, car ils avaient quelque chose d'important à discuter, et ce serait mieux sans les regards indiscrets. Ils sont sortis dans la cour, et la fille lui a rappelé qu'elle avait demandé au marquis de ne rien faire sans sa permission. Ensuite, elle lui a demandé ce qu'il voulait. Le marquis de Heisley répondit qu'il n'avait rien à gagner, qu'il voulait seulement embrasser sa femme, qu'y avait-il de mal à cela? Mais la jeune fille ne l'avait pas entendu. Alors elle lui demanda à nouveau ce qu'il marmonnait. Cette fois-ci, avec encore plus de passion, il embrasse la jeune fille sans la laisser dire un mot, la laissant simplement se dissoudre dans l'atmosphère romantique et l'entrelacement de leurs lèvres.